Messieurs, dames, donc oui, je suis économiste. Je diffère un peu sur certains points. On parle beaucoup de santé, on parle beaucoup de patients, d'outils, de pratiques. Moi, j'élargirais beaucoup plus largement la cible. Je pense population. Je crois qu'en fait, l'avenir des systèmes de santé, de l'organisation des soins, des pratiques, etc., ne réside pas dans les patients. Quand on arrive sur les patients, c'est trop tard. Il faut bien évidemment aller jusqu'à la population tout entière avant qu'elle tombe malade. Et c'est tout l'objet du numérique et on va le voir un petit peu plus loin. 200 ans, hein, putain. Ah ouais, 200 ans. Alors ça dépend avec qui, parce que ça peut devenir très chiant, hein, 200 ans. Ça dépend dans quelles conditions. Hein. C'est Laurent Alexandre, je crois, qui dit souvent il y en a parmi vous qui vont vivre plus de 1000 ans ici. Et bien moi, je vais rajouter, il y en a parmi vous qui vont vivre plus de 1000 ans ici, et, parce que 1000 ans, c'est super, super chiant, hein, mais alors 1000 ans milliardaires, hein, alors il y en a parmi vous hein, qui seront milliardaires ici, c'est quand même génial, hein, vous ne m'oublierez pas, hein, vous m'appellerez après. Donc 1000 ans milliardaires, ça va, ça s'assume. Hein. Donc on va revenir rapidement sur les NBIC, sur globalement ce qui nous agite et ce qui nous fait avancer. Puis après on va parler de choses sales, hein, on va parler d'argent, on va parler de concepts, on va parler de rapports sociaux parce qu'au fond, au bout du bout, tout ça ne peut fonctionner que grâce à l'humain. Et il ne faut pas oublier que les rapports sociaux font de l'économie et font de ce que l'on est aujourd'hui. Alors, NBIC, je ne reviens pas, bien sûr, hein, nano, biotechnologie, aller jusqu'au fond de l'atome, les gènes, mais également l'intelligence artificielle avec les aspects cognitifs et l'informatique. On va revenir là-dessus assez largement. Alors, la singularité, j'adore ce concept de singularité. On dit, va-t-on créer une intelligence artificielle qui nous dépasse ? Alors, en 90, Ray Kurzweil nous prédisait qu'en 30 ans plus tard, on aurait créé une intelligence artificielle qui nous dépasse. Alors, on est en droit de penser aujourd'hui que ce n'est pas le cas. On est exactement 30 ans après. Ce n'est pas le cas. L'intelligence artificielle ne nous dépasse pas. Encore que. Encore que. Peut-être avons-nous créé cette intelligence artificielle sur le web, quelque part, qui nous dépasse déjà et nous ne sommes pas au courant. Nous ne l'avons pas vu. Donc plutôt qu'effectivement à regarder les étoiles, à deviner si quelques, je ne sais pas, milliards et milliards de kilomètres et d'années-lumière, une autre civilisation existe, je crois que sans doute une autre civilisation existe déjà et nous l'avons créée. Et elle nous regarde tout doucement. Nous ne l'avons pas encore vue, mais nous l'avons créée. Les hackers, puisque c'est vous, les hackers. Alors j'adore, parce qu'au fond, on est tous là à se dire, on est de ce qu'on pourrait appeler des biopunks. C'est très cool dans le milieu bourgeois parisien de se traiter de punk. Toi, t'es punk, c'est cool. C'est un peu bobo, mais c'est bien. On peut très bien imaginer que les biopunks, les biohackers sont déjà en train et imaginent créer la vie, des formes de vie dans leur cuisine. Il est très simple aujourd'hui parce que de plus en plus accessible. Ce qui était encore il y a 5 ans inaccessible pour des raisons de coût, pour des raisons de support, est complètement accessible aujourd'hui. Travailler avec l'ADN, c'est possible, c'est assez accessible. Je veux dire pour les économistes, pas pour les gens comme vous, hein, je veux dire pour les gens qui ont fait fortune. Voilà. Toutes choses égales par ailleurs, mais effectivement, le matériel d'analyse open source est à un prix dérisoire. Les commandes, on peut commander son génome, faire une analyse. Bref, on n'est pas sans pouvoir penser que dans quelques années, nos gamins créeront leur propre créature. On peut aller jusque-là. Eat from Bit, c'est l'acronyme fameux qui dit, au fond, tout n'est qu'information. Tout n'est qu'un immense algorithme. Alors là, on est dans Matrix. Hein, et tout ce qui existe est de l'information, et du 1 et du 0. Et effectivement, on peut le bidouiller, on peut le hacker, on peut le transformer. On manipule le code. Et c'est toute cette manipulation de code et d'information qui crée aujourd'hui la valeur économique. Nous sommes dans une véritable révolution sociale, révolution industrielle, on pourrait l'appeler comme ça, et sur un changement de paradigme avec une nouvelle classe dominante
Alors c'était très drôle parce qu'avec Sébastien, on s'est rencontrés notamment à l'initiative d'Eurogroupe Consulting sur une problématique d'assurance. Je me rappellerai toujours de ça. Ça c'est marrant parce que pêle-mêle sur la même table, vous aviez de vieux assureurs, costard, cravate, des gonzesses avec talons, enfin le truc classique. Puis de l'autre côté, des mecs en t-shirt rouge casquette. Tu dors avec la casquette ou voilà, non. Elle est génique. Voilà, on est dans le numérique, c'est formidable. Et donc, ce qui était très drôle sur ces tables rondes, c'est que à la fois les vieux gros, un peu comme ça, avec la cravate, étaient sûrs d'aller bouffer les petits. Ça se voyait dans le regard. Ils disaient, pauvre gamin, va. Et les petits pensaient exactement la même chose, mais à l'inverse. Ils disaient, on va te bouffer aussi. Je crois qu'en fait, l'univers dans lequel nous vivons aujourd'hui, vous avez déjà été tous bouffés par les GAFAM, les BATX, et on va voir un petit peu plus tout ça. Alors le modèle économique, on n'est pas dans un modèle en crise, hein, on est dans un modèle en transition, un petit peu à l'image de ce qu'on a connu à la fin du 19e siècle, les révolutions industrielles, et puis dans les années 80 avec l'informatique qui arrive. L'économie ne traverse pas une crise, mais véritablement est en transition. Et on est dans un schéma à la Schumpeter, Darwin, Marx. C'est vieux tout ça. Hein, eh bien, c'est encore d'actualité. Ce qui est absolument étonnant, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui se revendiquent de ces gens, notamment sur Marx, avec cette lutte des classes, hein, les pauvres, les riches qui doivent devenir les pauvres, etc., se gourrent complètement. Marx, aujourd'hui, s'il existait, il serait en plein dans la NBIC. Marx, globalement, il dirait, mais c'est génial, il faut redéfinir les rapports sociaux. Il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, il y a du numérique, etc. Et il y a le reste. Alors, Schumpeter, il dit clairement, les innovations détruisent une économie pour faire place nette à une autre. Donc, effectivement, il va y avoir un vrai boom avec une vraie carence, notamment en France. Alors, c'est vrai, en France. Il y a une chose à retenir, finalement, de tout ça, et des travaux que vous allez mener pendant 2 jours, c'est ne voyez pas local. Si vous développez quoi que ce soit, il faut voir worldwide, de suite. Sinon, vous ne l'amortirez pas. Au mieux, vous le vendrez peut-être à un GAFA, un BATX, au mieux, et encore. Mais on ne peut raisonner dans cet univers que sur du worldwide complètement, que sur de l'international. Darwin, ceux qui ne s'adaptent pas aux nouvelles technologies disparaîtront. Entreprises, États. Regardez, quand on interroge, et je ne sais pas si tu étais présent ce jour-là, on avait le groupe de travail, une espèce de table ronde avec le directeur de cabinet de la ministre, etc. Des gens bien, hein, même au toucher, ça n'a rien à voir, hein, c'est plus soyeux. Et quand on leur a dit, mais vous voyez, le numérique, ça arrive. Et on est on est mou quand même, hein, un petit peu mou. Donc qu'allez-vous faire ? C'est-à-dire qu'il faut complètement décloisonner. Tu l'as dit, finalement, les règles commencent à sauter. On ne doit plus penser à ça. Et là, une phrase formidable, extraordinaire du directeur de cabinet, je m'en rappellerai toujours. Quelque chose qui va nous sauver tous. Et c'est français, c'est purement français. Ça, c'est comme la cuisine. C'est un truc, c'est français, c'est à nous. Ils vont créer un groupe de travail. Voilà. Putain, là, j'ai eu peur. Un groupe de travail. Donc, en France, c'est mort. Hein, on est d'accord ? D'accord ? J'ai dit, mais alors c'est vrai que j'ai pouffé quand il a dit ça. J'ai dit oui. Alors il a dit, on va vous inviter. J'ai dit, mais non, merde, non. Donc effectivement, ceux qui ne s'adaptent pas meurent. Regardez, on est en train de parler, on a parlé longtemps de l'ubérisation, etc., les taxis, les machins, etc. Le système d'ubérisation a fonctionné parce que les mecs n'avaient pas de taxi, tout simplement. Et la population, à un moment donné, a dit, je m'en branle, moi, des conneries de règlement, je veux un taxi. Imaginez les conséquences sur la santé. On a bientôt, par un artifice extraordinaire, plus de médecins. Démographie médicale, explosion et vieillissement des populations, les maladies chroniques qui explosent. En France et dans une partie de l'Europe et une partie des pays industrialisés, le papy-boom a fait naître une démographie médicale catastrophique. Imaginez dans 1 an, peut-être même déjà, dans 2 ans, allez, je vous file à 2 ans, on va être sympathique. Imaginez, vous n'avez plus de médecins, vous n'avez plus accès à l'offre de soins. Eh bien, des offres numériques vont arriver, du monde entier. Ils vont vous dire, moi je peux te soigner si tu veux. Attention, la réglementation va vous dire non. Ah ouais, mais ma fille elle a 5 ans. Hein. Alors la réglementation, hein, moi je vais prendre,
j'ai un willingness to pay, effectivement, on va ubériser le système. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui disent attention, 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 société savante, ordre, réglementation, on ne pourra pas aller contre, eh bien ceux-là se gourrent. On va y aller. Parce que, encore une fois, ce ne sont pas ni les patients, ce ne sont ni les offreurs de soins, c'est la population qui décide, in fine, des rapports sociaux, du modèle économique et donc de la réglementation politique. Marx, ces innovations vont changer les relations humaines. Dans les entreprises, les États et le droit seront impuissants à freiner ce système. On est complètement dans du marxisme profond, c'est génial, je suis en train de faire de vous des socialistes, c'est cool. Non mais, par exemple, voilà, on se gourre, le mec qui dit on ne va plus travailler, c'est une connerie. On va répartir les richesses. Non, on doit effectivement aller vers un nouvel ordre. Alors la logique de situation. La logique de situation, cette phrase encore de Marx, pourtant, vous allez finir par croire que je suis un intellectuel de gauche. Donc, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, mais leur existence sociale qui détermine leur conscience. C'est le milieu. C'est parce que vous êtes plongé dans la merde que vous allez trouver des moyens pour vous en sortir. Mais si finalement le schéma change, et c'est typiquement ce qui est en train d'être le cas, c'est-à-dire que les modes, les relations entre les populations sont en train de changer parce que le milieu social est en train de changer. Donc les conditions matérielles ont amené, notamment à la fin du XIXe siècle, à un système de conscience de classe. C'est parce que, justement, ils étaient dans des conditions lamentables qu'ils ont vu des différences. Et ce qui détermine donc le cours de l'histoire, ce sont les technologies et les rapports sociaux. Eh bien, ces rapports sociaux ont complètement changé. Je relisais Vol de nuit, vous savez, Vol de nuit de Saint-Exupéry. Vol de nuit, c'est magnifique. Vous avez lu ces bouquins, Vol de nuit, c'est extraordinaire, Saint-Exupéry. Le mec fait des aventures extraordinaires pour aller porter du courrier à l'autre bout du monde. On le fait sur un petit truc comme ça maintenant. Hop, hop. Saint-Exupéry, il est décédé. Donc, je veux dire, c'est extraordinaire. Il faut être dans son temps. Alors, modèle économique, ceux qui savent utiliser les savoirs, les manipulateurs de codes, de symboles, eh bien, ce sont eux qui ont le pouvoir. Et ce sont eux qui décident non pas de l'économie, mais de l'ensemble du système jusqu'à la culture, l'art, et qui sont, si ils ne l'ont pas déjà fait, qui ont transformé littéralement, complètement, notre façon de penser. Donc, l'orientation, la recherche aujourd'hui est tirée par la Silicon Valley, qui possède la puissance économique, certes, mais la puissance intellectuelle, et qui dit aujourd'hui la priorité, c'est le transhumanisme. Donc, la recherche va dessus. Des milliards sont dépensés. Énormément d'argent. Le transhumanisme devient effectivement une des priorités. Il y a beaucoup d'argent à aller chercher. Et là-dessus, on pourrait dire, oui, mais attendez, ok, Silicon Valley, c'est les patrons, mais nous, on a l'INSERM, on a la recherche, c'est magnifique. Alors, je vais vous dire l'une des pires insultes. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens de l'INSERM ici, ou de l'INSERM Transfert. Hein. INSERM Transfert. Ça, c'est une insulte, dans certains. Vous développez, vous sortez des publics extraordinaires, parce qu'en public, on est parmi les meilleurs au monde. En France, je ne parle pas pour les étrangers. Mais en France, on produit énormément de publics, on aboutit à très peu de brevets. On a INSERM Transfert. INSERM Transfert, c'est une catastrophe, c'est une barrière à l'entrée. C'est-à-dire personne, très peu finalement d'investisseurs internationaux viennent chercher des innovations en France parce qu'ils passent par INSERM Transfert et au bout de 6 ans, ils en ont marre. Donc il y a un vrai effort à faire là-dessus. Passage de relais. On est, je l'ai dit tout à l'heure, sur ces classes vieillissantes qui ont le pouvoir, alors les grosses assurances, tes sponsors, je suis désolé, ces gros trucs, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus bouger. Ils sont complètement embolisés dans un système et derrière, on a ce passage de relais vers des classes beaucoup plus rapides et qui ont pris conscience de cet aspect numérique. On a un décalage énorme. Beaucoup de difficultés sociales proviennent du décalage entre l'évolution économique rapide, exponentielle, l'infrastructure qui change vite, et des conditions politiques, juridiques qui sont gravées dans le marbre. C'est une vraie difficulté. Là encore, un message à passer, il faut s'exonérer complètement du cadre. Si vous voulez avancer dans la création, dans l'innovation, il faut s'exonérer du cadre, au mépris de tous ceux qui sont autour de vous, au mépris de vos conseils. Avancez et dites, voilà l'outil qu'il faut, oubliez le cadre. Si vous vous arrêtez au cadre, si vous vous arrêtez à la législation, vous êtes mort. Produisez quelque chose qui est utile, in fine, et on verra le cadre après.
C'est comme ça qu'avancent toutes les innovations thérapeutiques, notamment. Donc une vague de destruction massive, destruction créatrice colossale, énorme, qui va, c'est sûr, produire des difficultés sociales importantes. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle économie, elle est gratuite. Cette nouvelle économie, elle est gratuite. Et aujourd'hui, sur le terrain, existe une économie qui, elle, ne l'est pas gratuite. Cette nouvelle économie gratuite va venir se substituer à cette économie qui ne l'est pas de service. L'intelligence artificielle qui est gratuite va venir tuer notamment les emplois de faible qualité, et on va le voir un peu plus loin. Alors, les vraies questions sur la NBIC portent sur la gestion, la gouvernance, la régulation du monde de la NBIC. Complémentarité, soit vous êtes complémentaire de l'intelligence artificielle, des NBIC, soit vous allez mourir. Aujourd'hui, ceux qui disent « moi je peux », etc., les radiologues, en 2030, les radiologues n'auront plus aucune utilité. Enfin, en tout cas, celles qu'ils ont aujourd'hui. Ça va faire énormément plaisir à l'assurance maladie, ça. Les radiologues, finalement, auront une fonction qui va évoluer. La médecine va évoluer. Vous imaginez bien que l'analyse de centaines de milliers de génomes ne peut pas être faite par un médecin généraliste dans son cabinet. Donc, on est obligé, effectivement, d'aller plus vite. Demain, c'est Google qui vous dira que vous êtes malade. C'est Google qui vous dira quel traitement vous devez prendre. Et c'est votre médecin traitant local, parce que on est encore là, rassurez-vous. Enfin, encore 1000 ans, putain. 1000 ans. Eh bien, c'est votre médecin qui aura beaucoup plus une fonction pédagogique et qui viendra vous accompagner, vous expliquer pourquoi vous êtes malade et vous expliquer en quoi le traitement va œuvrer chez vous. Va-t-on devenir les colonies des GAFAM et des BATX? Les GAFAM, vous connaissez, c'est les États-Unis, les BATX, ce sont les Chinois. Au milieu, nous, on est tout petit. On est nuls. Hein. Et je crois que globalement, dans tous les pays que vous avez cités, on est à peu près tous aussi nuls. Hein, ça va, on est un bon groupe. Effectivement, va-t-on devenir ces colonies? Devenons-nous les idiots utiles des GAFAM, parce que, effectivement, les 3/4 d'entre vous ici sont partis à l'étranger, ou vont, ou souhaitent partir. Donc une seule idée en tête, c'est d'aller rejoindre les BATX ou les GAFAM. Et inversement, ici, tout le monde passe plus de 180 fois sur son portable, sort effectivement, exporte de l'intelligence artificielle toute la journée. Donc, on exporte nos cerveaux, on importe du service. Tout ça, on est les idiots utiles du système de la Silicon Valley. Nous exportons donc effectivement des cerveaux. Le trou noir de valeur, équation à plusieurs inconnus, maîtrisé par les GAFAM et les BATX, pas par nous. C'est très difficile d'arriver à poser un modèle économique. C'est très difficile parce que l'explosion des innovations sur l'ensemble des nano-biotechnologies, de l'intelligence artificielle, des neurosciences, est exponentielle. Encore une fois, il y a 5 ans, si on prend par exemple les voitures sans conducteur, voitures autonomes, quand il y a encore 5-6 ans, les premières voitures sont sorties, tout le monde était mort de rire, hein, à commencer par Renault, Peugeot, etc. Tout le monde était mort de rire. Aujourd'hui, plus personne ne rigole. Parce que vous avez des gens comme Google, comme Intel, qui a dépensé combien? 13 milliards, je crois, hein, il y a 2 jours, en achetant un système de téléguidage. Si on sait que Google, par exemple, est également actionnaire d'Uber, on se dit, même les taxis, là, ils vont moins rigoler. Hein. Donc voilà, effectivement, ils possèdent ce système-là. Et puis un toboggan transgressif, l'éthique. L'éthique. Ah, l'éthique. Nous sommes enfermés aujourd'hui dans un système avec, effectivement, la déontologie de l'éthique. Les GAFAM, bon, ils font semblant d'en avoir. Les Chinois, ils disent clairement qu'ils n'en ont aucune. C'est clair. Et ils s'en revendiquent en disant « Qu'est-ce que vous êtes cons ?» Mais non, les mecs, faut y aller, quoi. Donc, effectivement, comment allons-nous pouvoir lutter contre ces enjeux économiques majeurs? Majeurs. On n'est même plus à l'industrialisation, on n'est plus à Peugeot, à Renault. Ça fait juste sourire. C'est effectivement la nouvelle économie. 80%, voire 100% de toute l'économie passera par les NBIC.
Bien sûr, dans les NBIC, il y a une croissance différente. J'ai vu tout à l'heure un robot, c'est formidable, très joli, très joli. Mais la robotisation sera plus lente en termes de développement. Hein, on a l'intelligence artificielle qui, elle, par contre, explose, du fait de la loi de Moore, hein, notamment. On va le revoir, mais du fait de la loi de Moore que vous connaissez tous, hein, qui dit que tous les 18 mois, l'évolution de la puissance informatique est doublée. Eh bien, l'intelligence artificielle explose. Par contre, eh bien, la robotique, elle est, hélas, assignée à du cheval mécanique. Hein. C'est lourd, c'est coûteux encore, et donc ça se développe plus lentement. Mais ça se développe. Alors, on est dans des pulsions démiurgiques et très transgressives. Il est clair que la Silicon Valley veut recréer le monde qu'elle veut, avec vous dedans, et encore une fois, vous êtes les idiots utiles de ce système. Je ne dis pas qu'il faut aller contre, je dis au contraire qu'il faut aller avec. S'y opposer, c'est une vraie connerie. Je donne beaucoup de conférences à des médecins un peu partout en France. Les trois quarts maugrés en disant non, rentre dedans. En participant du système, tu pourras éventuellement le faire aller là où tu veux. Mais en s'y opposant, tu es mort tout de suite. Ceux qui ne s'adaptent pas ou qui ne sont pas complémentaires de l'intelligence artificielle doivent sortir. NBIC, technologie NBIC arrive progressivement à maturité. Et puis, comme je vous l'ai dit, la zone Asie-Pacifique, qui effectivement n'a pas du tout les mêmes valeurs que nous et qui va beaucoup plus vite. La loi de Moore, hein, que vous voyez là, c'est l'évolution de la puissance informatique. On est dans des hexaflops, c'est-à-dire la puissance de calcul est énorme aujourd'hui. Ce qui est présent ici dans mon petit iPhone était présent il y a encore, on va dire, 5-6 ans, dans toute une pièce équivalente à celle-là pour arriver à sortir la puissance de ce truc. Vous imaginez ? Donc, effectivement, de plus en plus, les choses sont possibles, les stockages sont possibles, les images, etc. Je me rappelle, j'ai mis en place, j'ai gouverné à la mise en place des PACS de téléradiologie. Vous savez, la mutualisation des PACS de téléradiologie en France. L'enfer, l'enfer. C'est-à-dire que je coordonnais entre 5 régions la mise en place de PACS de téléradiologie. Vous savez, c'est le partage d'images sur un même système, etc. Eh bien, le coût principal de ce système était le stockage d'images. C'est-à-dire que l'assurance maladie payait 50 centimes par image. Vous imaginez le coût de ça. Eh bien, l'évolution de la puissance de Moore fait qu'aujourd'hui, ces échanges, ces PACS, c'est lourd. On avait 1 million d'euros rien que pour se réunir et parler entre nous. 1 million d'euros. J'ai dit, pourquoi je me donne 1 million d'euros? C'est pour parler. Ah, d'accord. Donc, on a parlé. Ça a mis 3 ans à peu près pour aboutir. Hein. Il faut ça pour dépenser 1 million d'euros. À peu près, hein, juste à parler, il faut parler beaucoup. Bon, bref. L'évolution est imprévisible, des technologies exponentielles qu'on a du mal à appréhender. Personne ici n'est capable de dire dans 5 ans où on en sera. Éventuellement, vous pouvez prédire qui sera président de la République en France, et c'est difficile. Mais où en sera la puissance informatique en France et dans le monde dans 5 ans, personne n'est capable de le dire. Où en sera le respect de l'éthique, ça, personne n'est capable de le dire. Je vous l'ai dit, une intelligence artificielle gratuite. Gratuite. Si vous avez des applis, si vous avez les apps à développer, ne les faites pas payantes. Ce n'est pas la peine. Elles sont largement plus rémunératrices si elles sont gratuites. Et donc, de ce fait, elles vont venir se substituer à, effectivement, une main-d'œuvre, à des coûts qui, aujourd'hui, finalement, n'ont plus lieu d'être. Regardez la différence de la puissance informatique et de l'industrialisation. Ou même des rapports sociaux. Pour que 40% des malades prennent correctement leur metformine, il a fallu 30 ans d'efforts entre les pharmaciens, les médecins, les infirmières. Pour que ces patients soient observants, prennent correctement leur metformine, il a fallu 30 ans. Pour que 10% de la population mondiale installe WhatsApp, 550 millions de personnes, il a fallu un claquement de doigts. On ne peut pas lutter. C'est le système communautariste. Il n'y a plus de frontières. Imaginez, vous avez une appli santé qui vous plaît, vous dites « Ah, chouette, j'appuie dessus », tous vos copains vont aller dessus en 5 minutes, qui eux-mêmes ont tous leurs copains, etc., etc. La puissance du système numérique, en termes de marketing, n'a pas d'équivalent. Aujourd'hui, plus de 5 milliards de smartphones sur Terre. On n'a pas fait mieux. Alors, allons-nous devenir une colonie numérique des GAFAM ou autres BATX? C'est fort probable. Voire, le sommes-nous déjà? À moins qu'effectivement,
on arrive à créer une structure plateformiste européenne. Le problème, c'est l'éthique, c'est tout ça. Alors là, c'est compliqué. Hein. Mais comment résister au BATX ou à Amazon, Google, etc., sans nous-mêmes créer notre propre plateforme, notre propre à l'échelle européenne? C'est juste impossible. Autre changement radical de paradigme dans le système économique. On a toujours fonctionné en silo. C'est très drôle d'ailleurs. Quand j'ai construit ce slide, j'ai cherché les logos. Et quand j'ai tapé Google ou Amazon, j'ai eu le logo d'Amazon ou Google. Quand j'ai cherché le logo de BMW ou de Danone, ben j'ai eu soit des yaourts, soit des voitures. Vous voyez? Aujourd'hui, le concept est complètement horizontal. Ces gens-là veulent changer le monde, veulent changer l'art, l'économique, les rapports sociaux. Et donc, ils s'occupent de tout. Alors qu'avant, on était dans un système vertical en silo. Aspiration de la valeur. Aujourd'hui, la valeur économique est complètement aspirée par les NBIC. 55 petits génies WhatsApp ont créé en 4 ans 23 milliards de valeurs. 130 valeureux travailleurs de Peugeot, 130 000, hein, en un siècle, ont créé seulement la moitié. Donc, effectivement, le système est là. C'est injuste, politiquement incorrect, mais c'est la réalité, l'aspiration à la valeur des NBIC est là. Soit on participe, soit nous aurons des populations complètement paupérisées. Alors, autre chose, quelle tâche pour les hommes? C'est vrai qu'au bout du bout, hein, on en est à se dire, il existe une intelligence artificielle, au fond, qu'est-ce qui nous reste à nous, médecins? Est-ce que mon ami Einstein, finalement, va tout simplement s'adapter en complémentarité avec l'intelligence artificielle? Certains le disent. Certains disent, naturellement, on va aller vers une complémentarité, on va s'adapter. Ce n'est pas du tout évident. Rien n'est préparé pour ça. Rien dans le système, en tout cas en France, éducatif, ça existe en Corée, au Japon, rien dans le système éducatif prépare nos enfants à être complémentaires de l'intelligence artificielle. Les gamins qui travaillent sur des machines, hein, dans les instituts technologiques, etc., travaillent sur des machines qui n'existeront plus dans 5 ans. Ils apprennent à bosser sur des machines sans bosser sur l'intelligence artificielle. C'est une crétinerie totale. La formation, l'éducation doit passer par l'intelligence artificielle. Nous devons devenir des maîtres et nos enfants doivent devenir des maîtres de l'intelligence artificielle, sinon, eh bien, ils seront soit au chômage, soit sur des emplois aidés, soit avec un revenu universel, pourquoi pas. Voilà, on pense que naturellement, plein d'emplois seront créés, c'est naturel, on se dit c'est super. Pas du tout. C'est pas du tout aussi évident. Et puis surtout, ces emplois-là ne vont pas forcément venir remplacer d'autres emplois. Alors, ça va se transformer, ce n'est pas un cataclysme. Je dis, ça va tellement vite, c'est tellement exponentiel et imprévisible qu'il faut, certes, on va avoir du mal de faire des modèles, mais qu'il faut s'y préparer, et notamment préparer nos enfants. Comme je vous l'ai dit, le data management est quelque chose d'extrêmement important. La médecine d'aujourd'hui est beaucoup plus proche de la physique nucléaire, de l'astrophysique, que celle qu'on apprenait à la Pitié-Salpêtrière il y a encore 30 ans. Cette médecine-là qu'on apprend toujours. C'est toujours la même. La médecine qu'on apprenait à 30 ans, c'est la même qu'on apprend aujourd'hui. Pourtant, ça n'a plus rien à voir. Il va falloir demain que nos médecins, que le corps médical, effectivement, soient des pros de l'intelligence artificielle. Parce que on a plus de 100 000 mutations génétiques. Je ne parle même pas des cellules cancéreuses. 100 000 mutations génétiques. Comment voulez-vous qu'un médecin, avec son cerveau, aussi brillant soit-il, la puissance informatique dépasse largement celle même de Dr House? C'est vous dire. Hein. Alors, quelques chiffres, c'est difficile. Peu se risque à dire, voilà, finalement, le modèle d'évolution. Et puis ceux qui vous vendraient un modèle, vous mentirez. C'est très difficile d'avoir... On dit que 1 000 milliards de dollars en 2016 représentent à peu près ce que représente la NBIC, 10 millions d'emplois, 15% de l'ensemble des biens commerciaux. Donc, pour ce marché prometteur, donc, il reste cependant impossible de connaître, comme je l'ai dit, le potentiel actuel. Et puis l'incertitude des chiffres. C'est-à-dire que les médias se rusent sur la moindre innovation.
lorsqu'ils vont sur cette innovation, le petit truc, hein, il a fait une petite publi dans le New England Journal of Medicine, vous voyez, un truc sourcé quand même, hein, du costaud. Mais alors ça y est, il y a un marché, il y a un potentiel économique. C'est pas du tout vrai. Pas du tout vrai. Ils ont que ça, les médias, hein, se mettre sous la... Alors des chiffres, selon donc, la communauté scientifique, les États-Unis sont devant, avec pour les NBIC, puis l'Asie, puis l'Europe. On a un autre cabinet qui est Scientifica en 2009 qui nous a pondu le pourcentage de l'investissement sur les NBIC sur certains pays. L'Europe est en tête, mais alors, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'au fond, nous avons un système démocratique qui nous permet, et nous sommes chanceux, l'IRCAD en est témoin d'ailleurs, nous investissons énormément sur la recherche et le développement. Mais nous sommes nuls pour la transformation en produits industriels. Mais nuls. Je suis moi-même propriétaire d'un laboratoire d'innovation thérapeutique majeur. J'ai fait fortune, hein, tout le monde ne peut pas être médecin, vous n'avez qu'à faire gaffe à ce que vous faites. Voilà. Eh bien, nous battons régulièrement, mais on est devenus potes hein, avec Inserm Transfer. Vous savez, bon, ça ne sort pas d'ici, on est d'accord. Hein. Vous savez quel est le système, le modèle de Inserm Transfer? Vous connaissez le truc? En fait, le mec à qui vous envoyez les dossiers, vous avez une innovation thérapeutique majeure, un marqueur de cellules souches, vous voyez le truc, hein, c'est du vécu. Hein. On arrive, on leur dit, putain, le marqueur de la cellule souche neurale adulte, tu vois, le truc, regarde, on a trouvé, bon, c'est gouré, c'était le bras de droite, tout ça, c'est toujours par hasard, mais on l'a trouvé. Et puis, vous mettez 2 ans, et puis tous les 3 mois, c'est jamais le même mec à l'Inserm Transfer. Voilà, 2 ans. Et puis, le marqueur, c'est un gène. Donc, ils écrivent en gros sur le truc, tu vois, parce qu'ils savent, l'espionnage industriel, tout ça, Inserm Transfer. C'est la science. Hein, et alors, un jour, on leur a dit, mais juste un truc, là, ça fait 2 ans qu'on tourne, ça fait même 3 ans maintenant. Pourquoi c'est jamais le même mec tous les 3 mois, en fait, qui instruit les dossiers à l'Inserm Transfer? Et le mec dit, ah mais non, parce que nous, Inserm Transfer, en fait, c'est un poste d'attente. Parce que moi, j'ai postulé pour un vrai poste dans un vrai Inserm parce que je suis un vrai chercheur. Puis en attendant, pour justifier de mon pognon, hein, ben, on me met là. Voilà. J'attends, puis j'ai des dossiers à instruire. Donc en fait, c'est une chambre. Tu vois, et ce n'est pas des pros de l'industrialisation du truc. Voilà. Alors, les anglo-saxons y sont allés, les américains y sont allés, puis très vite, ils sont sortis, ils ont dit c'est des fous. Comment vous pouvez être... Donc pour nous, c'est sympa parce que c'est une barrière à l'entrée. Du coup, on met du temps, mais par contre, on a toutes les innovations. Il faut au moins 4 ans pour que ça sorte. Hein. Les Américains, ils disent non. Hein. Il leur faut 6 mois. Donc l'Europe fait beaucoup de recherches, mais peu de brevets. L'exemple simple, hein, 6,7% des publications sont françaises, hein, mais seulement 1,8% des brevets. Et si on prend la Corée, 2% des publications, hein, les propriétaires de 2% des publications, 7% des brevets. Il y a un vrai effort en termes de formation, d'éducation et politique à faire à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous me rejoignez sur ce fait. Voilà, vous serez tous milliardaires et vous allez vivre 1000 ans, pensez à moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane. Avons-nous des questions? Alors, j'ai pas vu beaucoup de questions arriver. Peut-être que je n'ai pas été assez clair sur l'utilisation de cette application. Alors 2 secondes, je regarde si j'en ai pas. De toute façon, vous pouvez poser des questions. Voilà, on a quelques minutes. Alors vous avez un petit micro devant vous avec un petit bouton. Vous appuyez sur le bouton et vous posez votre question. Pas de questions. On passe au suivant. Si, où ça? Je t'écoute. Alors, 1, 2, 1, 2. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des échecs précédents des GAFAM en matière de e-santé, enfin de santé en général? Google Health, Microsoft Health Vault, il y a eu pas mal de tentatives déjà, ils n'ont pas réussi à pénétrer le marché. Et il y a une question de confiance. Il semblerait que les utilisateurs ne leur fassent pas confiance, au final, en tout cas sur ce terrain-là. Oui, ils sont arrivés trop tôt. Enfin, pas arrivés trop tôt. Clairement, ils ont appris beaucoup de ça. Ils l'ont développé pour être les premiers. Je crois en sachant pertinemment qu'on aurait un retour très mitigé de la population, qui aujourd'hui, on va dire, pour la moitié est prête à leur donner l'ensemble des données. Et pour la majorité des jeunes populations, est complètement ouverte à donner l'ensemble de ces données de santé, notamment. Plus de 68% des moins de 30 ans sont d'accord pour donner leurs données de santé. On peut dire que dans 10 ans, on aura 70%. Je veux dire, à partir du moment où ils montent leurs fesses toute la journée sur Instagram, leurs données de santé, finalement, c'est plus grand-chose. Voilà. Donc on est vraiment dans une population, une génération numérique
complètement nouvelle. Il faut vraiment se dire qu'ils ont posé des jalons. De toute façon, ils ont le pognon pour, ils s'en foutent. Et ils ont fait naître des appétences à ça, c'est-à-dire avec plein de startups comme vous, hein, qui vont créer, qui ne pensent qu'à une seule chose. C'est ça qui est génial. C'est qu'aujourd'hui, on vous dit finalement, le grand maître, ce sont eux. Et vous travaillez, et au fond de vous-même, vous n'avez qu'un seul espoir, de soigner des gens, c'est sûr, mais c'est de vendre à ces mecs-là. Voilà. Et donc, in fine, ils sont là. Et alors, peut-être qu'un jour, parmi vous, un dépassera le système, inventera quelque chose de nouveau, mais au bout du bout, la puissance économique et intellectuelle est largement supérieure. Ils ont posé des jalons, et les populations aujourd'hui sont prêtes, véritablement sont prêtes, et même les médecins. Moi, quand je discute, etc., je me balade, j'en ai vu, je ne sais plus de 2000 l'année dernière, je vais en voir peut-être autant cette année. Ça a évolué. Au début, c'est non, et puis maintenant, c'est bah oui, puis ça me permet d'aller plus vite. Voilà. Donc, je pense que c'était pas un coup d'épée dans l'eau, c'était préparé.